Bonjour à tous, merci d'être venus. Vous êtes ici donc à la direction des lanceurs du CNES et je vais tout de suite passer la parole à Michel Faup qui a organisé ces journées de l'innovation, ces matinales des idées et qui vient de la direction de l'innovation du CNES. À Michel. Bonjour mesdames et messieurs, donc je suis très content d'être arrivé jusqu'à Daumesnil pour cette session de clôture des matinales des idées. Donc vous saviez qu'il y avait 5 sessions, une qui pour l'inauguration qui s'est tenue pendant la semaine nationale de l'innovation publique au siège à Paris. Et 3 qui se sont déroulés dans les 2 semaines qui précèdent pour Toulouse. Et nous sommes donc dans la 5e session. Ça, c'était prévu pour une semaine, donc les 5 jours de la semaine ouvrables. Et donc je trouve que c'est très très bien de clore de nouveau à Paris comme un cycle. On avait prévu initialement aussi de faire une session au CSG, mais le CSG était très très chargé avec les lancements qui avaient lieu et donc m'avait demandé de les épargner pour cette première session des matinales des idées. J'ai tenu les gens au courant régulièrement de l'intérêt qu'avaient suscité les sessions précédentes. Et effectivement, j'apprends qu'il y a plus de 8000 personnes qui sont allées regarder sur YouTube la vidéo de la première des sessions. Les autres sessions sont elles aussi relativement visitées et il y a aussi pas mal de commentaires sur YouTube. Donc j'espère que notre dernière conférence va avoir le même succès. En tout cas, moi je suis très intéressé par le titre qu'elle a, donc, qui est simple et déterministe veut-il dire prédictible? Donc ça c'est le thème. La question était, pensez-vous qu'il soit toujours possible de comprendre intuitivement le fonctionnement d'une machine si elle est simple? Voilà. Et effectivement, la question a l'air simple, mais je pense que nous allons être surpris. Et je suis heureux donc d'accueillir Hervé Svirn pour cette conférence. Il est physicien et épistémologue. Il est directeur de recherche dans différents laboratoires de recherche du CNRS et président du Collège de physique et de philosophie. Son thème de recherche, ce sont les systèmes complexes et la philosophie de la physique quantique, ce qui effectivement ouvre quelques perspectives sur la teneur et l'ambition de l'exposé que nous allons avoir maintenant. À vous. Merci, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour clore ce cycle de 5 conférences des matinales des idées. Et j'ai eu l'occasion de visionner les 4 conférences données par mes collègues précédemment, et je les ai toutes trouvées passionnantes. Elles traitent de sujets différents, mais qui ont tous un point commun, c'est le fait qu'ils annoncent des résultats surprenants. Alors, ma conférence de ce matin ne va pas faire exception. Je vais traiter d'une question à laquelle je vais apporter une réponse sans doute étonnante et surprenante, en cela qu'elle va contre l'intuition a priori qu'on pourrait en avoir pour y répondre. La question est, sommes-nous capables, dans tous les cas, de prédire le comportement d'un système si celui-ci est régi par des règles simples et déterministes? Et tout au long de l'exposé, je vais préciser ce que veulent dire les mots simples et déterministes. Et nous verrons que nous allons apporter une réponse qui est sans doute pas celle à laquelle on s'attend à cette question. Alors tout d'abord, une remarque. Cette question pourrait paraître un peu incongrue. Nous sommes ici au CNES et nous connaissons tous les prouesses scientifiques et technologiques que les équipes du CNES réalisent quotidiennement. Après tout, envoyer des hommes dans l'espace est quand même une des tâches les plus compliquées qu'on puisse imaginer.
Alors se poser des questions sur des sujets simples, sur des systèmes simples, pourrait vraiment paraître étrange et on pourrait te dire ça n'a même pas besoin d'être considéré. Eh bien, tout au long de mon exposé, je vais tenter de vous montrer qu'en fait, cette question mérite qu'on la regarde de plus près. Pour bien comprendre la réponse que nous allons y apporter avec les éléments de la science contemporaine, il n'est pas inutile d'avoir un éclairage en perspective. Vous savez tous que les idées que nous faisons au sujet du monde ont évolué au cours des temps. Bien évidemment, la conception que nous avons du monde qui nous entoure aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'on pouvait avoir dans l'Antiquité. Et donc, nous allons commencer par un peu d'histoire. Je vais remonter au temps des Grecs. Et du temps d'Aristote, eh bien, les philosophes, puisqu'à l'époque, les savants étaient aussi des philosophes, il y avait une distinction bien moins nette qu'aujourd'hui entre les scientifiques purs et durs et les philosophes, eh bien, les philosophes, et Aristote en particulier, donc ça remonte à peu près à environ 2500 ans, étaient persuadés qu'il y avait une distinction entre le monde qu'ils appelaient l'Ouranos, qui était le ciel, et qui était constitué des planètes, du soleil et des étoiles, et le monde sublunaire, qui est celui dans lequel nous vivons sur la Terre. Pour eux, l'Ouranos était parfait et immuable, tout simplement parce qu'ils observaient le mouvement extrêmement régulier des astres et ils en déduisaient que tout cela était réglé comme une horloge, d'une certaine manière, comme on dirait aujourd'hui. En revanche, le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, leur paraissait totalement incompréhensible, non prévisible, et ils pensaient qu'en fait, le monde dans lequel nous vivons est simplement sujet aux caprices des divinités qui nous gouvernent. Cette vision a duré très longtemps, puisqu'il a fallu attendre près de 2000 ans pour qu'avec l'arrivée de la science moderne, qu'on doit essentiellement à Galilée puis Newton, on comprenne les choses de manière différente. Galilée a initié la chose, et ensuite Newton a fait un pas essentiel en avant, puisque Newton a fait deux choses très importantes. La première, c'est que par la loi de la gravitation, il a donné une loi qui unifie la manière dont fonctionne le ciel et les choses sur Terre, c'est-à-dire que la même loi est responsable du mouvement des planètes et de la chute d'un corps sur Terre. Ce qui était une unification qui aujourd'hui nous semble parfaitement banale, mais qui à l'époque était une véritable révolution conceptuelle, parce que ça unifiait deux mondes, deux domaines, qui étaient considérés comme totalement différents. Ce qu'a fait Newton également, et c'est extrêmement important pour la suite, c'est qu'il a inventé le calcul différentiel avec Leibniz, et qu'il a donc soumis la loi de la gravitation à une équation différentielle, ce qui a une caractéristique particulière, c'est qu'une équation différentielle permet, lorsqu'on connaît l'état initial du système, de prédire son état de manière unique à tout instant ultérieur. Lorsque vous avez un état initial, l'équation différentielle vous permet d'avoir le déroulement de l'état du système tout au long du futur quand il suit cette équation. Et c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Le déterminisme est le fait qu'il y a la possibilité d'une action unique dans laquelle le hasard n'intervient absolument pas, et le déroulement du comportement du système est totalement déterminé par la loi qui préside à son fonctionnement. Ce déterminisme a été exprimé sous une forme qui est maintenant très connue, parce que cette phrase que vous voyez là, que je vais vous lire, a été citée des milliers de fois. C'est le paradigme même de la définition du déterminisme, et on la doit à Laplace qui avait perfectionné les méthodes de Newton, qui a fait des calculs de mécanique céleste extraordinairement complexes, et qui avait dit « Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger des atomes. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. » Alors cette phrase a été reprise des milliers de fois parce que toute personne qui parle du déterminisme la cite en exemple, et c'est la définition la plus précise qu'on puisse prendre de ce qu'est le comportement d'un système quand il est déterminé par des équations différentielles. Cette vision des choses nous fait donc passer d'un état à l'époque des Grecs où on avait une vision chaotique du monde, selon laquelle ce qui se produit autour de nous n'est dû qu'aux caprices de forces qui nous échappent, et pour les Grecs, c'était les divinités qui nous gouvernent, à une vision qui est une vision d'ordre parfait, où tout est régi par des lois qui nous sont accessibles,
et qui permettent de calculer, en tout cas en principe, l'évolution de tout système, et même de l'univers dans son ensemble, pour l'éternité. Alors ça, c'est la vision qu'avaient les savants à la fin du XIXe siècle, qui était relativement consensuelle à la fin du XIXe siècle. Cette vision-là est évidemment très rassurante, puisqu'elle donne à l'homme le pouvoir de tout comprendre et, en principe au moins, de tout calculer. Laplace n'était pas naïf, il savait bien sûr, comme il le dit dans sa citation, que pour être capable de calculer effectivement le futur de l'univers, il faudrait être capable de prendre en compte la totalité des éléments de l'univers, et évidemment cet univers est trop vaste pour que nous soyons capables, nous en tant qu'êtres humains, d'en appréhender la globalité. Néanmoins, en principe, rien ne s'y opposerait, et c'est donc une vision dans laquelle l'homme domine l'univers d'une certaine manière. L'univers est déterminé, et nous sommes en théorie capables de prédire ce qui va se passer dans le futur. Alors cette vision a été d'une part liée au déterminisme et à la prédictibilité, mais elle est associée aussi à quelque chose qui va nous intéresser ce matin et dont on parle moins, c'est le fait que des lois simples sont associées à des comportements simples. Dit à l'envers, c'est souvent présenté comme cela, quand on observe quelque chose de compliqué, on suppose que la cause de ce compliqué est elle-même compliquée. Et en réalité, nous allons voir que les choses ne sont pas tout à fait comme cela. Il y a eu un premier choc qui s'est produit, qui a commencé à ébranler cette vision rassurante de la fin du XIXe siècle. Ce premier choc est dû à Poincaré. Poincaré, en 1889, a gagné le prix qui avait été proposé par le roi Oscar II de Suède pour traiter ce qu'on appelle le problème des trois corps. Le problème des trois corps est tout simplement le problème qui consiste à être capable de calculer la trajectoire de trois masses en interaction gravitationnelle. C'était un problème qui résistait à toutes les tentatives d'en trouver des solutions analytiques, et Poincaré, dans son mémoire, avait émis l'hypothèse qu'il n'existait pas de solution analytique, et dans ses nouvelles méthodes pour la mécanique céleste, qu'il a publiées quelques années après, en 92, et puis sur les années suivantes, il a démontré effectivement qu'il n'existe pas de fonctions analytiques qui sont la solution du problème des trois corps. Il a également démontré ce qu'on appelle aujourd'hui la sensibilité aux conditions initiales, c'est-à-dire que de tout petits écarts dans l'état initial du système peuvent s'amplifier assez rapidement. Mais Poincaré, qui était un génie, était en avance, trop en avance sur son temps, comme ça se produit quelquefois, et ses travaux avaient un peu été oubliés, jusqu'en 1960, où un météorologue, Edward Lorenz, a redécouvert d'une certaine manière, et de manière très empirique, les résultats de Poincaré. En fait, l'anecdote raconte qu'il avait fait des calculs de météorologie sur son ordinateur. Alors, on était en 1960, les ordinateurs étaient loin d'avoir la puissance qu'ils ont aujourd'hui, et ils n'avaient pas d'écran, notamment, ils imprimaient les résultats. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a interrompu les calculs qu'il était en train de faire et qui s'était déroulé pendant un temps assez long. Pour éviter d'avoir à reprendre les calculs à zéro, il a simplement réintroduit dans l'ordinateur les résultats auxquels il s'était arrêté. Bien évidemment, ces résultats étaient arrondis, ils étaient tronqués, ce n'étaient pas des résultats avec une précision infinie. Et à sa grande surprise, ce à quoi il est parvenu en réintroduisant les résultats n'était pas du tout la même chose que ce à quoi il était parvenu une autre fois en partant des résultats du début. Et c'est là qu'on a commencé à réaliser ce qu'on appelle maintenant la sensibilité aux conditions initiales, qui a été popularisée dans le grand public sous le nom d'effet papillon. C'est le fait que de tout petits écarts initiaux, même infimes, peuvent dans certains cas s'amplifier de manière exponentielle, de manière à ce qu'en partant de deux points très très proches l'un de l'autre, on arrive assez rapidement à des points qui divergent totalement et qui nous empêchent de faire une prédiction précise. Alors, cela se manifeste de plein de manières, ça a des applications concrètes dans des tas de domaines qui nous touchent directement. C'est ce qu'on appelle l'horizon de prédiction temporelle, et ça dépend du type de système. Il y a des horizons plus ou moins longs. Un des sujets qui nous touche en priorité, c'est la météo, puisque vous savez, on a quand même maintenant des prévisions météo qui sont d'assez bonne qualité à 15 jours, ce qui n'était pas le cas. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, les prévisions météo, c'était de 2-3 jours, à part des prévisions fantaisistes qui portaient sur l'année d'après, qui étaient données par Albert Simon, mais ça a été oublié depuis. Et aujourd'hui, les prévisions à peu près correctes et précises sont sur une quinzaine de jours. On pense vraisemblablement qu'il y a un horizon de prévision des prévisions météorologiques précises à un horizon d'un mois à un mois et demi, mais que vraisemblablement, nous ne serons jamais capables, précisément, d'aller à des prédictions qui vont au-delà.
Un exemple qui, ici, va nous intéresser parce que nous sommes au CNES et que ça va toucher le spatial, c'est un exemple que nous voyons dans le système solaire. C'est un satellite de Saturne qui s'appelle Hyperion, qui a cette forme de caillou allongé, qui fait à peu près 320 km de long. Et ce caillou, eh bien, tourne autour de Saturne et il fait des culbutes dans son orbite, un peu comme un ballon de rugby qui roule sur un terrain. Et ces culbutes sont totalement imprévisibles à cause justement de ce phénomène de sensibilité aux conditions initiales. Et quand on l'observe, eh bien, on voit qu'il se renverse, il se retourne et il y a un horizon de prédiction qui est de l'ordre de quelques semaines. Donc si aujourd'hui vous demandez aux astronomes qui font les calculs de prédire quelle est précisément la position d'Hyperion dans sa rotation autour de Saturne, sa rotation sur lui-même, dans 2 mois et demi, eh bien on ne sera pas capable aujourd'hui de le prédire. Un autre exemple que je voudrais vous montrer parce qu'il est illustratif, c'est un petit objet extrêmement simple que j'ai sur mon bureau. J'aurais pu l'amener, mais finalement j'ai préféré faire une vidéo, c'était plus facile. Et cet objet est un petit pendule magnétique avec un champ magnétique oscillant qui est entretenu par une pile, donc c'est vraiment un objet très simple. Et quand vous regardez son fonctionnement, vous voyez qu'il peut tourner dans les deux sens. Alors de temps en temps, la petite navette spatiale fait un tour complet dans un sens, elle peut faire un tour complet dans l'autre sens, ou bien se balancer sans faire le tour complet. Là, sur la vidéo, ça n'apparaît pas, mais quelquefois, il lui arrive de faire même 2 tours. Eh bien, ce petit système-là est aussi un système chaotique, et l'horizon de prévision est assez court, puisque, au-delà de quelques minutes, même avec des gros ordinateurs et des bons moyens de calcul, on serait incapable de prédire quelle va être la position de cet objet quand on l'observe. Il m'arrive quelquefois, quand je réfléchis à mon bureau, de me perdre dans le mouvement de cette petite machine qui grince, là on ne l'entend pas, mais c'est un objet que je trouve extrêmement fascinant parce qu'il est très simple et en même temps on ne sait pas ce qu'il va faire. Alors ça, ce sont des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à prédire les choses, mais je vais passer rapidement là-dessus parce que ça n'est pas vraiment l'objet précis de ce que je voudrais vous montrer ce matin. Je passe en revue les raisons d'imprédictibilité. Une autre raison, c'est la mécanique quantique. Et là, je vais passer brièvement là-dessus. La mécanique quantique a introduit un changement radical de perspective dans notre manière de voir la nature, puisqu'elle a introduit ce qu'on appelle un indéterminisme essentiel. Cet indéterminisme essentiel consiste à dire que ce sont les lois de la nature elles-mêmes qui comportent une part de hasard, qui n'est pas associée à une méconnaissance des choses, mais qui est une part intrinsèque au fonctionnement de la nature. Alors, vous avez ici la photo d'Erwin Schrödinger, qui est un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Et en fait, ça n'est pas son équation. Pour ceux qui font un peu de mathématiques, vous reconnaîtrez ici l'équation de Schrödinger, qui est une équation différentielle linéaire, et qui, elle, décrit le fonctionnement des systèmes quantiques lorsqu'ils ne sont soumis à aucune observation. Et cela est parfaitement déterministe. Ce qui est en cause, et qui est aussi associé à Schrödinger, parce qu'on l'a popularisé avec le chat de Schrödinger, c'est l'observation en mécanique quantique. Vous avez ici une petite image qui montre le chat à la fois mort et vivant. En fait, ce qui se passe en mécanique quantique, c'est que lorsqu'on observe un système, il y a là, lors de l'observation, un hasard essentiel, du moins dans les théories quantiques qui aujourd'hui sont admises, et c'est l'observation elle-même qui va déterminer le résultat de la mesure en suivant une loi qui est donnée par la loi de Born, mais qui est, par la règle de Born, mais qui est une loi essentiellement probabiliste. Alors c'est une autre cause d'imprédictibilité, cela serait l'objet d'une conférence à part entière, donc je vais refermer la parenthèse, mais il était important de le citer pour montrer les causes existantes à l'heure actuelle que nous connaissons d'imprédictibilité. Donc, à ce stade, eh bien, en termes de sources d'imprédictibilité, nous avons l'indéterminisme de la physique quantique, mais qu'on peut la plupart du temps négliger quand on s'intéresse au monde macroscopique, ou bien, dans le monde macroscopique où vous avez un vrai déterminisme, eh bien, vous avez néanmoins de l'imprédictibilité qui peut être due soit à une incertitude sur l'état initial, on ne le connaît pas toujours, on a une connaissance imparfaite de cet état initial ou une connaissance statistique de l'état initial qui introduit donc de l'imprédictibilité, soit le phénomène que j'évoquais tout à l'heure de sensibilité aux conditions initiales, soit bien sûr, et je l'ai mis entre parenthèses, parce que vous avez une complexité trop grande, Laplace, qui ne connaissait pas le phénomène de sensibilité aux conditions initiales, s'il était parmi nous aujourd'hui, ne prétendrait quand même pas que nous sommes, nous, êtres humains, capables de prédire l'état futur de l'univers en détail, parce qu'il était parfaitement conscient du fait que la complexité de l'univers était trop grande.
Voilà donc les sources habituellement prises en compte d'imprédictibilité d'un système physique. Alors je voudrais en fait, et ça va être l'objet de notre question de ce matin, je voudrais vous en montrer une autre, une nouvelle, et c'est un troisième choc qui va attaquer cette notion de prévisibilité, de prédictibilité, et ce choc est venu de l'étude des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes qui sont composés d'un nombre qui peut éventuellement être faible, mais qui en général est assez grand, de constituants en interaction non linéaire. Et c'est l'aspect non linéaire qui va introduire des choses surprenantes. La linéarité est quelque chose qui nous surprend peu. Notre cerveau est habitué à raisonner de manière linéaire. La non-linéarité nous surprend en permanence parce qu'elle est source de choses extraordinairement contre-intuitives. Et c'est dans les systèmes complexes qu'on constate que des lois simples n'impliquent pas forcément des comportements simples. Donc, nouvelle source d'imprédictibilité dont je vais vous parler, ce qui va s'appeler l'irréductibilité computationnelle. C'est un petit peu difficile à prononcer. L'irréductibilité computationnelle, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et pour être plus simple, j'écris CIR pour, en fait, Computational Irreducibility en anglais. Ce concept-là a été, disons, une des premières fois mis en avant par Stephen Wolfram dans un article qui est paru dans Physical Review Letters, dans lequel il disait « Le comportement d'un système peut être trouvé uniquement par simulation directe ou par observation. Aucune procédure générale de prédiction n'est possible. » C'est cela qu'il a donné comme définition à ce concept. Alors cette définition est assez vague et assez ouverte, et des travaux sont nécessaires pour la préciser, mais l'idée est qu'il est absolument nécessaire de simuler le système et de l'observer pour savoir ce qui va se passer, qu'on n'a pas de moyen de savoir l'issue du système. Et donc prédire dans ce sens-là, eh bien, signifie quoi ? Prédire signifie connaître le résultat d'une certaine manière avant le système lui-même. On vous montre le système, on vous donne les règles qu'il suit, et on vous dit qu'est-ce qu'il va faire. Si vous êtes capable de faire ça, on va dire que vous êtes capable de prédire le système. Donc d'une certaine manière, il s'agit de calculer plus vite que le système. Alors évidemment, il ne s'agit pas de parler de la vitesse de l'ordinateur que vous allez utiliser, parce que ça peut accélérer très vite, mais il s'agit en fait de trouver des raccourcis. En fait, on dira qu'un système est computationnellement irréductible si l'algorithme qui le simule à travers une stricte imitation de ce que fait le système, étape par étape, ne peut pas être court-circuité. Donc on ne peut pas avoir de raccourci pour directement aller à l'étape n, ou au temps t plus ce qu'on veut, sans être passé par l'ensemble des étapes que le système lui-même a suivies. Le seul moyen de savoir ce qui se passe à l'étape n est de suivre pas à pas le processus qui se déroule jusqu'à arriver à l'étape n. Il n'existe pas de raccourci. Et c'est dans ce sens-là que j'emploierai ce matin le mot prédictible. S'il existe un raccourci, je dirais c'est prédictible. S'il n'en existe pas, je dirais ça n'est pas prédictible. Et je précise tout de suite que non prédictible dans ce sens-là ne veut pas dire qu'on n'aura aucun moyen de savoir ce qui va se passer, parce que bien évidemment, et je suis ici dans une société qui est spécialiste de ce sujet-là, par simulation, nous pouvons bien sûr arriver à obtenir le résultat. Mais la simulation pas à pas est le seul moyen de parvenir au résultat. Aucun raccourci n'est possible. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets de cela. Et ce type de comportement est assez universel et s'applique à des tas de systèmes du monde qui nous entourent. Mais pour l'exemple, et parce que c'est beaucoup plus commode quand on veut faire une simulation sur ordinateur, je vais vous donner des exemples qui sont issus du domaine des automates cellulaires. Les automates cellulaires sont des objets mathématiques qui ont été inventés dans les années 40 par von Neumann et Ulam, et qui sont en fait des descriptions de l'évolution à temps discret, donc on a des pas de temps, d'une configuration qui va évoluer en fonction de règles vers une autre configuration. Et c'est un outil extraordinaire, parce que d'une part, les choses sont simples au sens que vous allez voir, j'aurais pas besoin d'expliquer ce que veut dire simple, parce que vous-même direz, mais c'est très simple, intuitivement ça se comprendra tout seul, mais également parce que ces automates cellulaires, en termes de vision des choses, donnent une image extrêmement spectaculaire et extrêmement démonstrative de ce qu'on veut dire. Donc j'ai choisi les automates cellulaires pour vous prouver
ce que je voudrais arriver à donner comme réponse à la question ce matin. Et je vais commencer par la fourmi de Langton. Langton est un informaticien qui a travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la vie artificielle, et il a inventé, il y a déjà une quarantaine d'années, un automate cellulaire qui est le suivant. Vous avez une fourmi, vous avez des cases, donc une grille, et vous avez une fourmi qui est posée sur une case, et cette fourmi suit des règles extrêmement simples. Si la fourmi est sur une case noire, elle tourne de 90 degrés vers la droite, elle change la couleur de la case qui devient blanche, et elle avance d'une case. Inversement, si la fourmi est sur une case blanche, elle tourne de 90 degrés vers la gauche cette fois-ci, elle change la couleur de la case qui devient noire, et elle avance d'une case. Bon, vous avez là un exemple, la fourmi est sur une case blanche, vous la voyez qui se tourne vers la droite, elle change la case de la couleur en noir, et, elle s'est tournée vers la gauche, elle change la case de la couleur de la case en noir, et elle avance vers la gauche. Bon. Alors, vous voyez que ces règles sont vraiment extrêmement simples, n'importe qui peut les comprendre, et apparemment, quand on se dit que va faire une fourmi si on lui fait suivre ces règles-là, si je pose la question à quelqu'un qui n'a jamais vu cet automate fonctionner, la réponse spontanée qui vient à l'esprit, c'est de dire probablement, soit elle va partir en ligne droite, mais peut-être pas, puis elle va faire des zigzags, ou elle va construire un motif géométrique régulier, et puis il ne va rien se passer de beaucoup plus intéressant. Eh bien, vous allez voir que tel n'est pas le cas, puisque je vous montre la fourmi elle-même, et voilà ce que fait la fourmi. Et vous voyez que la fourmi se déplace en suivant les règles que j'ai indiquées tout à l'heure, et que ce qu'elle produit sur le damier est loin d'être régulier, et loin d'être compréhensible. La fourmi crée un motif qui paraît totalement chaotique et aléatoire, alors que bien évidemment, il n'y a rien d'aléatoire dans les règles que j'ai données tout à l'heure. Alors, on peut la laisser tourner comme ça pendant un certain temps. Pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie, ça peut aider le soir. On ne va pas le faire parce que le but n'est pas que vous vous endormiez ce matin. Au contraire, j'ai besoin que vous soyez réveillés pour la discussion de tout à l'heure. Je vais tout de suite vous donner le résultat, parce qu'on peut attendre longtemps si on la regarde comme cela. On peut attendre en fait environ 10 000 pas d'itération, ce qui est quand même très long. On ne va pas les attendre ce matin. Et lorsque on laisse la fourmi marcher 10 000 pas, eh bien, on a finalement un motif de ce style-là, c'est d'ailleurs pas de ce style-là, c'est ce motif-là, très précisément, qui apparaît. Vous voyez un motif qui est complètement étrange, en ce sens qu'aucune régularité n'y apparaît, c'est pas un motif géométrique, et ça semble aléatoire. Alors ça n'est pas aléatoire puisque ça suit des règles précises, mais c'est ce qu'on appelle un chemin pseudo-aléatoire. Ça n'est pas aléatoire en réalité, mais ça semble aléatoire. Et cela pendant 10 000 pas. Mais ça n'est pas le plus surprenant, ça serait déjà surprenant si on avait ce résultat-là. Mais la chose beaucoup plus surprenante, c'est ce qui se passe après. Au bout de 10 000 pas, eh bien, la fourmi se met à construire une sorte d'autoroute avec un motif récurrent de 104 pas qui se répète indéfiniment. Et voilà le trajet que suit la fourmi. Après avoir erré pendant 10 000 pas, elle se met à partir en ligne droite en poursuivant ce chemin qui se poursuit à l'infini. Alors je vais vous montrer sur une simulation en accéléré, parce qu'on ne va pas attendre le temps qu'il faudrait attendre à la vitesse de la simulation précédente. Je vais vous montrer sur une simulation accélérée ce que donne avec 3 fourmis de couleurs différentes, et vous allez voir, vous avez 3 fourmis, une verte, une rouge et une bleue, et vous voyez, alors c'est très accéléré, donc je recommence, et vous voyez qu'en accéléré ça fait ce motif bizarre, et hop, alors elles ne sont pas orientées de la même manière, mais ça n'a pas d'importance. Les fourmis se mettent tout d'un coup à partir en ligne droite, et quand elles sont parties en ligne droite, alors on voit le tracé revenir parce que ça boucle, quand elles repartent en ligne droite, eh bien, elles partent à l'infini en ligne droite comme ça. Alors, ça déjà, c'est une chose qui est absolument incroyable, parce qu'on a des règles qui sont d'une simplicité archangélique, il n'y a aucun hasard dedans. La fourmi commence par faire un trajet pendant 10 000 pas, et 10 000 pas c'est long. Si on n'avait pas d'ordinateur, on aurait été incapable de découvrir cela. Imaginez-vous simuler ça à la main, très vite on se serait lassé. Heureusement que nous avons aujourd'hui les ordinateurs. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire ne serait pas possible si on n'avait pas les ordinateurs pour faire des simulations. Ce que je dis a donc été découvert à la fin du XXe siècle, mais les savants des siècles précédents ne pouvaient en avoir aucune idée, parce que sans ordinateur, bien évidemment, on ne pourrait pas découvrir ces choses-là. Et donc la fourmi de Langton fait apparaître une autoroute, et cette autoroute est totalement imprévue,
elle est imprédictible, et en fait, le seul moyen que nous connaissons à l'heure actuelle de savoir ce que cette fourmi va faire cette autoroute, eh bien c'est, comme je l'ai fait tout à l'heure, de lancer une simulation et d'observer ce qui arrive. Et on cherche même, c'est un problème mathématique ouvert aujourd'hui, personne n'est arrivé à le démontrer, mais on cherche même à démontrer qu'il est impossible de prédire à l'avance, au seul vu des règles que suit la fourmi, qu'elle va se comporter comme ça. On a donc un système ici qui est extrêmement simple, dans lequel le hasard n'a aucune place, et dans lequel nous avons un comportement extrêmement surprenant qu'on est incapable de prédire. Seul moyen de le savoir, c'est de lancer une simulation. Alors, je vais prendre un deuxième exemple, toujours dans le domaine des automates cellulaires, c'est celui des automates cellulaires monodimensionnels à plus proches voisins. Alors, sous ce terme un peu compliqué, se cache quelque chose en fait très simple. Cette fois-ci, l'état de l'automate, c'est chaque ligne. Donc, les lignes qui s'empilent les unes sous les autres sont en fait la ligne 2 est l'étape numéro 2, la ligne 3 est l'étape numéro 3, et on visualise comme ça la totalité des états qui s'empilent les uns sous les autres. Et les règles qui sont données sont très simples, elles aussi. On détermine la couleur de la case du dessous en fonction de la couleur des 3 cases du dessus. Et vous avez en haut les règles que va suivre cet automate qui s'appelle 158. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, selon une numérotation qui est due à Wolfram. Si vous avez en haut 3 cases blanches, eh bien, vous voyez que la case du dessous va être une case blanche. Si vous avez 2 cases blanches et une case noire, la case du dessous va être une case noire, etc., etc. Jusqu'à 3 cases noires, vous avez une case noire en dessous. Et vous voyez qu'il y a évidemment 8 possibilités pour les 3 cases du dessus. Ça peuvent être toutes blanches, 2 blanches, une noire, etc., etc., jusqu'à 3 noires. Et comme à chaque fois, vous pouvez avoir en dessous une case blanche ou une case noire, il y a 2 puissance 8 possibilités de règles. Donc vous avez 256 automates cellulaires monodimensionnels à plus proche voisin. Et la numérotation est simple, c'est tout simplement que vous écrivez les règles comme je les ai écrites ici, et qu'ensuite, dans l'ordre bien évidemment des cases du dessus, et vous obtenez ensuite un nombre en binaire qui vous donne le numéro de la règle entre 1 et 256. Donc ça c'est la règle 158, et vous voyez que cet automate, qui est donc décrit par les règles, les 8 règles qui sont au-dessus, eh bien, produit un motif géométrique relativement simple. Un deuxième automate qui lui aussi produit un motif relativement simple, c'est l'automate qui suit la règle 90, qui est exactement du même type que les règles précédentes, et vous voyez que ça vous produit un joli motif géométrique, et on n'a aucune difficulté à prédire ce qui se passe, puisque c'est tellement régulier, qu'en réalité, si je veux connaître la ligne numéro 1000, par exemple, eh bien j'ai un calcul assez simple à faire, qui me donne directement la ligne numéro 1000. Donc on pourrait intuitivement se dire, tous les automates de ce type-là vont être du même genre. Ça va produire soit des motifs géométriques, soit des lignes droites, soit des choses comme ça. Eh bien, pas du tout. Je vous montre ici l'automate qui est la règle 30, qui est, sur le plan de la forme, rigoureusement identique aux 2 automates que je viens de vous montrer. Eh bien, cet automate règle 30 a une configuration, alors là, il y a peu d'itérations, mais si on en montre un peu plus, on le voit encore plus clairement. Vous voyez que les configurations qui s'enchaînent sont beaucoup moins régulières, et on peut même démontrer, ça a été démontré, que si vous prenez une colonne donnée et que vous regardez l'alternance entre les cases blanches et les cases noires, en disant que c'est un 1 et un 0, eh bien, vous avez une apparence de hasard. C'est-à-dire que, apparemment, c'est identique au lancer d'une pièce à pile ou face, l'alternance des cases blanches et noires. Alors, ça n'est encore une fois pas vraiment aléatoire, puisque ça suit des règles précises, mais c'est du pseudo-hasard. On a vraiment l'impression de simuler du hasard. Et un exemple encore plus frappant, et là je vous le montre avec une échelle un peu plus éloignée, de manière à avoir plus d'itérations, c'est l'automate règle 110, qui est un automate célèbre, je vais tout de suite vous dire pourquoi, et dont vous voyez dans la partie qui est à droite que véritablement il y a une sorte des grumeaux qui s'agglomèrent, mais d'une manière qui est complètement imprévisible. Et cet automate est célèbre, d'abord parce qu'il a un aspect imprévisible de ce type-là, mais ensuite parce qu'il a été possible de démontrer qu'il a ce qu'on appelle la propriété d'universalité. La propriété d'universalité pour les informaticiens, c'est celle qui permet en fait de réaliser n'importe quel calcul comme une machine de Turing. Et selon des codages appropriés, il est possible d'utiliser des automates pour faire des calculs, et l'automate règle 110, moyennant des codages appropriés,
a la puissance de calcul équivalente à celle d'une machine de Turing. Et pour ceux qui connaissent un peu le domaine, ça serait le sujet d'encore une autre conférence, parce qu'on ouvre des portes à chaque fois sur des sujets et des pans entiers de la connaissance, mais les machines de Turing sont l'archétype de ce que représente un ordinateur universel aujourd'hui. Nos ordinateurs sont plus rapides, bien sûr, que les machines de Turing, pour ceux qui savent ce que c'est, mais ils ne font rien de plus que des calculs qui sont possibles, qu'on peut faire sur une machine de Turing. Eh bien, cet automate-là a les mêmes capacités de calcul, avec la puissance en moins, bien sûr, mais les capacités de calcul sont les mêmes pour cet automate et pour un ordinateur dont nous disposons aujourd'hui. Voilà donc d'autres exemples de systèmes qui sont décrits par des règles extrêmement simples à décrire, dans lesquelles le hasard n'a rien à faire et qui pourtant aboutissent à des comportements qu'on observe, mais qu'on est très surpris d'observer. Je vais terminer mes exemples par un automate qui, lui, est extrêmement connu parce qu'il a été très popularisé dans beaucoup de journaux de vulgarisation, qu'on appelle le jeu de la vie de Conway. Le jeu de la vie, c'est un automate cellulaire à 2 dimensions. Alors je vais un peu comme la fourmi, sauf que vous avez des cases noires qui sont supposées être vivantes. Bon, le noir et vivant, ça ne va pas ensemble, mais enfin, c'est parce que la case est là et que le reste du damier est blanc. On pourrait évidemment avoir repris la règle inverse, mais c'est plus joli en faisant un grand damier noir avec blanc avec des cases noires. Donc, une cellule vivante est une cellule noire. Quand une case est blanche, il n'y a pas de cellule vivante dedans. Et le jeu consiste à dire qu'on va faire des itérations. On part d'une configuration initiale qui est donnée, et la règle est la suivante: une cellule morte, c'est-à-dire une cellule blanche, qui possède exactement 3 voisines vivantes, c'est-à-dire noires, elle devient vivante. Donc elle passe de blanc à noir. On dit elle naît par analogie. Conway avait voulu prendre ces règles par analogie à la vie. Quand vous avez 3 voisins vivants, vous naissez. Alors évidemment, en général, pour nous, c'est plutôt 2, mais il avait pris 3 pour des raisons mathématiques. Et une cellule vivante qui possède 2 ou 3 voisines vivantes le reste. En revanche, si la cellule possède plus de 3 cellules vivantes à côté, elle meurt d'étouffement. Et si elle possède moins de 2 cellules vivantes, elle meurt d'isolation. Voilà. En gros, c'est la métaphore que Conway avait employée. Donc, encore une fois, des règles extrêmement simples. Et je vous montre ici 3 configurations initiales qui sont stables. Prenez la configuration du milieu. Eh bien, si vous prenez, par exemple, la cellule noire qui est en haut à droite, eh bien, vous constaterez qu'elle est entourée exactement de 2 cellules noires. Donc, à la génération d'après, l'étape d'après, elle restera noire. Si vous prenez la cellule blanche qui est à côté d'elle, elle est entourée uniquement de 2 cellules noires, donc elle ne va pas naître et donc elle restera blanche, etc. Vous pouvez constater que les règles sont suivies. Donc, ces configurations-là sont des configurations stables du jeu de la vie. Je vous montre ici des configurations qui, elles, ne sont pas stables, mais qui sont cycliques. Les 2 configurations du haut ont un cycle de période 2. Celle du haut est un clignotant. Et celle du milieu, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et vous avez, en 3e position, une configuration qui, elle, a un cycle 3. Vous voyez, on part des 4 ronds, et puis on y revient au bout de 3 périodes. Donc, voilà un 2e exemple de configuration qui n'est pas stable, mais qui est cyclique. Et vous avez ici, ne tenez pas compte de la couleur qui n'a pas d'importance, la couleur c'est comme si c'était noir, eh bien vous avez ce qu'on appelle un glisseur. Le glisseur est une configuration extrêmement intéressante. Évidemment là, ça revient au départ, parce qu'en fait, c'est une configuration qui se déplace vers le bas à droite, et qui se reproduit égale à elle-même en s'étant déplacée continuellement vers le bas à droite. Donc c'est une configuration qui ne meurt pas, parce que certaines configurations disparaissent, celle-là ne meurt pas et elle se déplace de cette manière-là. Et vous voyez ici sur des exemples qui sont relativement petits, puisqu'il y a peu de cellules dans la configuration initiale, eh bien vous voyez que nous avons affaire à des choses qui ont des comportements totalement différents, alors même que les règles qui président à l'itération des états sont strictement identiques. L'aspect surprenant, c'est l'imprédictibilité justement du devenir d'une configuration initiale dans le jeu de la vie. Si par exemple je vous montre cette configuration initiale qui est vraiment très simple, c'est un petit genre de petit pont, et que je vous dis qu'est-ce que ça va devenir, eh bien, à moins que certains d'entre vous connaissent cette configuration initiale, et qu'on fasse un petit sondage dans la salle, je suis à peu près persuadé que personne ne va être capable de me dire ce que va devenir cette configuration. Eh bien, je ne vais pas laisser traîner le suspense trop longtemps. La configuration, au bout de 110 itérations,
devient une magnifique figure de clown. Et bien évidemment, l'apparition de cette figure de clown est totalement imprévisible. Personne aujourd'hui n'est capable de dire directement, à partir de la configuration initiale qui est ce petit pont, qu'au bout de 110 itérations, on obtiendra une figure de clown comme celle-ci. Ça, c'est l'essence même de l'imprédictibilité de ces systèmes. Il y a même des questions dans le jeu de la vie dont on a pu prouver mathématiquement un certain nombre de propriétés qui sont négatives. La question de savoir si une configuration initiale va demeurer éternellement ou va finir par s'éteindre est une question qu'on appelle en mathématiques indécidable. Ça signifie qu'on a pu prouver qu'il n'existe aucun algorithme mathématique permettant, quand on lui donne en entrée une configuration initiale, de déterminer si cette configuration va mourir, ce qui se produit dans beaucoup de cas de configuration, ou si elle va être éternelle. Cette question-là, qui pour autant paraît extrêmement simple, eh bien, est aujourd'hui une question, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, on a prouvé aujourd'hui qu'elle est indécidable, c'est-à-dire que jamais nous n'aurons la réponse à cette question de manière générale. Bien évidemment, pour des configurations particulières, on peut savoir que la configuration va s'éteindre lorsque on simule et qu'on la voit disparaître. En revanche, et c'est dans ce sens-là que ça marche, une configuration qui est éternelle, nous ne pouvons pas le savoir, sauf dans des cas où c'est cyclique, parce que là, si c'est cyclique, on sait que ça ne s'arrêtera jamais. Mais pour des configurations qui ne sont pas cycliques, vous avez beau faire une simulation qui vous montre au bout d'1 milliard d'itérations, ce qu'on peut faire avec des ordinateurs, qu'elle est toujours là, ça ne prouve pas qu'elle ne s'éteindra pas à la milliardième itération. Et ce problème-là est un problème dont on peut montrer mathématiquement qu'il n'existe pas de réponse algorithmique à cette question, ce qui est quand même fascinant, pour des règles qui sont aussi simples que celles que je viens de montrer. Alors, ces exemples-là, je vous montre ici aussi une autre et dernière configuration qu'on appelle un lance-glisseur. Vous avez une configuration en haut qui fabrique des glisseurs que vous voyez s'échapper vers le bas à droite. Cette configuration-là est éternelle parce que, en la voyant fonctionner, on comprend son fonctionnement là intuitivement et on voit bien qu'elle ne s'éteindra jamais puisque ça répète toujours la même chose avec des glisseurs qui s'en échappent. Voilà. Qu'est-ce que ces exemples ont en commun ? Eh bien, tout d'abord le fait qu'on constate leur comportement, qu'on le voit par simulation, mais qu'on est incapable de l'anticiper à la simple vue, des règles de base, alors que ces règles sont très simples, je n'ai même pas besoin de définir ce que veut dire simple, vous l'avez vu vous-même, et déterministes, il n'y a aucune part de hasard. Ce sont des phénomènes qu'on qualifie souvent d'émergents. Ce sont des phénomènes qui sont présents dans beaucoup de systèmes qui sont régis par des règles simples, mais qui ont un comportement complexe. Et une des grandes leçons que nous a permis, en fait, de savoir et de découvrir, que nous ont permis de découvrir les ordinateurs, c'est le fait que ce type de comportements, qui sont très simples à décrire dans leur fonctionnement, mais dont le comportement lui-même devient très complexe, a été découvert à l'aide des ordinateurs. Avant les ordinateurs, on n'avait pas la capacité à la main d'aller assez loin dans les simulations pour se rendre compte de cela. Donc ça, c'était une découverte relativement moderne. Maintenant, les ordinateurs ne sont plus considérés comme modernes, mais c'est grâce aux ordinateurs que ça a ouvert un pan complet de la connaissance avec des problèmes conceptuels extrêmement intéressants. Le comportement collectif n'apparaît pas immédiatement à la vue du comportement individuel, et ça, c'est une caractéristique de l'émergence. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait émergence ? Et qui dit émergence dit non-prédictibilité, eh bien il faut qu'il y ait en général deux niveaux. Il y a un niveau qu'on qualifie de niveau individuel et un niveau collectif, ou un niveau micro et un niveau macro. On a la plupart du temps une bonne connaissance des règles du niveau micro, on sait les décrire et souvent elles peuvent être très simples. Néanmoins, ce qu'on observe au niveau macro, au niveau collectif, est apparemment irréductible aux règles du niveau micro. Je dis bien apparemment parce que le niveau macroscopique résulte de manière parfaitement causale du niveau microscopique. Mais nous n'avons pas les moyens algorithmiques d'anticiper directement sur le comportement futur du système. On est obligé de procéder par une simulation et d'observer ce qui se passe. Alors, pour résumer, et on va ensuite passer aux questions, pour résumer, je dirais qu'il y a émergence et non prédictibilité quand il n'existe aucun moyen plus rapide que la simulation pour prédire le comportement du système et l'apparition du phénomène qu'on observe. Le phénomène n'est donc plus prédictible au sens habituel du terme, puisque habituellement, quand on veut prédire quelque chose, c'est qu'on a un raccourci pour aller directement au résultat. Bien évidemment, le phénomène reste prédictible par simulation dans les cas simples. Les cas d'émergence en physique
sont beaucoup plus complexes et il peut arriver que la complexité du système lui-même aboutisse à des résultats qui, même par simulation, nous échappent. On a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Puisqu'on est au CNES, on peut parler des simulations numériques qui sont faites pour l'apparition des galaxies, par exemple, où il y a eu des progrès gigantesques sur la création des galaxies qui ont été faits, avec des simulations numériques maintenant énormes et qui donnent des résultats extraordinaires. Mais nous sommes encore dans l'incapacité de prédire dans le détail et de simuler dans le détail la formation de l'univers, même si on a eu des progrès énormes qui ont été faits ces dernières années. Pour revenir à la physique, on devrait normalement être capable de prédire les propriétés d'un liquide comme l'eau, qui est quand même le liquide courant qui nous entoure. Et bien même si de gros progrès ont été faits dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle des calculs ab initio, qui prédisent les propriétés de la molécule d'eau à partir des propriétés de ses composants hydrogène et oxygène. Et bien même si on a fait d'énormes progrès, on n'arrive même pas pour l'eau à prédire exactement les propriétés de l'eau à partir de ses constituants individuels. Donc nous avons des marges de progression, bien qu'en principe et en théorie ça soit possible. Donc en général, eh bien, on observe ce qui se passe, mais on ne peut pas dire, et ça sera là le mot d'introduction à la discussion, on ne peut pas dire qu'on comprend pourquoi cela arrive. Quand je vous montre la formule Langton, vous êtes capable, si vous vous amusez à programmer ça sur votre ordinateur personnel, vous pourrez reproduire cet automate, vous le regarderez, vous saurez ce qu'il va faire après l'avoir vu, vous saurez le faire parce que c'est déterministe et ça se reproduit de la même manière. En revanche, moi je le regarde depuis des années, j'ai toujours pas compris pourquoi c'est comme ça, et je ne suis pas le seul, c'est ça qui me rassure, c'est que personne ne comprend pourquoi c'est comme ça, puisque aucun mathématicien n'est aujourd'hui capable de prouver que, à partir des règles initiales, ça va donner ce résultat. Donc ce sont des phénomènes qu'on observe et qui nous surprennent. Alors ce sont des choses qui sont en cours de réflexion. Je vous donne, pour ceux qui éventuellement sont intéressés, quelques références auxquelles vous pourrez vous reporter sur des articles un peu plus récents sur ces sujets-là. Il y a 2 articles qui sont des articles un peu techniques, mais il y a un article qui est paru dans un livre grand public qui explique ce que je viens de dire de manière un peu plus détaillée, donc pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je vous remercie. Si ces phénomènes imprédictibles ont un état stable, l'état stable devrait être une limite calculable. Lorsque nous avons un système qui a un état stable, eh bien, comme je l'ai montré par exemple pour les configurations du jeu de la vie, effectivement, ça devient calculable, puisque ce sont des configurations qui donnent lieu à un état qui, lui, n'est pas imprédictible. En revanche, savoir si un système atteindra un état stable est une question indécidable. Parce que si on était capable de répondre à cette question de manière algorithmique, c'est-à-dire vous avez un programme d'ordinateur, je lui donne une configuration initiale, et il va calculer, sans faire la simulation à l'infini, parce qu'évidemment ça peut prendre très longtemps, l'infini il faut attendre longtemps pour que ça s'arrête, il faudrait être capable de prédire l'apparition d'un état stable, et ça on ne sait pas le faire. Ce qui veut dire que lorsqu'on observe qu'il y a un état stable, ou sur des systèmes qui sont suffisamment courts en termes de cycle, où on voit ce qui se passe, évidemment qu'on retrouve la prédictibilité, puisque là, il n'y a plus aucune incertitude. L'incertitude porte sur les systèmes qui ne sont pas cycliques et qui se déroulent pendant suffisamment longtemps pour qu'ils échappent à nos capacités d'aller jusqu'au bout, en quelque sorte. Si, en faisant des simulations sur un ordinateur, au bout, je vais dire un nombre quelconque, mais de 10 puissance 15 simulations, on n'a toujours rien vu apparaître de stable, eh bien on ne sait pas si en fait, à la 10 puissance 20e itération, le système va disparaître, ce qui peut se produire, ou si brusquement il va se stabiliser, comme la formule de Langton. Vous voyez, la formule de Langton, c'est 10 000 itérations. 10 000, ce n'est pas un nombre énorme, mais à la main, on ne le ferait pas. Mais en mathématiques, il y a des cas où les constantes qu'on est amené à citer, à partir du moment où un système commence à adopter un comportement identifié, peuvent être astronomiques, avec des nombres qui défient toute imagination. Et c'est dans ce monde-là que vivent les systèmes mathématiques et pour lequel, dans ces cas-là, on n'a aucun moyen de prévision. Oui, mais la nature aussi travaille comme ça. Les planètes se stabilisent parce qu'un petit grain de sable fait que ça diverge, c'est chaotique, mais ces divergences-là arrivent à se compenser, disons, en fonction d'une phase instantanée, et c'est ce calcul de phase qui fait que après ça devient stable. Alors il y a des cas où ça se produit. Maintenant, vous parlez des planètes. Le système solaire qui apparaissait aux Grecs comme étant le summum de la régularité et de la stabilité, on sait maintenant que le système solaire est chaotique.
et qui a un horizon de prévision qui est de l'ordre d'une centaine de millions d'années. Ça dépend des planètes, etc., mais de l'ordre d'une centaine de millions d'années. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas prédire et calculer quelle sera la position précise de Vénus dans 300 millions d'années. Ça échappe à tout calcul, à cause du phénomène, cette fois-ci, de sensibilité aux conditions initiales. Ça n'est pas lié à l'irréductibilité computationnelle. C'est le phénomène de sensibilité aux conditions initiales. Ce qui veut dire qu'on ne sait même pas si la Terre, dans 1 milliard d'années, ne va pas s'échapper de son orbite. Donc, même pour des systèmes physiques aussi stables, apparemment, mais c'est une illusion temporelle d'optique, même pour des systèmes aussi stables que les planètes, eh bien, nous n'avons aucune certitude sur le futur lointain. Nous avons, en fait, éduqué notre cerveau à fonctionner dans un environnement extrêmement restreint. Dans un environnement où nous linéarisons les choses, parce qu'en première approximation autour de nous, les choses semblent linéaires, dans un environnement où nous sommes au niveau mésoscopique, c'est-à-dire qu'on est entre le microscopique où la mécanique quantique intervient, et le macroscopique du grand univers qui nous échappe en grande partie. Et dans ce petit morceau de l'univers dans lequel nous vivons, nous avons une éducation de notre cerveau qui nous laisse penser intuitivement qu'en fait les choses se comportent comme on voit qu'elles se comportent autour de nous. Heureusement, autour de nous, elles continuent à se comporter comme ça, sinon on n'oserait même plus ouvrir une porte. Mais il ne faut pas extrapoler au-delà de la toute petite partie du monde dans laquelle nous vivons. Dès qu'on déborde de cela, et en mathématiques on a vite fait, parce que les grands nombres sont très vite atteints, eh bien dès qu'on déborde de cela, on n'a plus aucune certitude, et il existe des cas où on en a, dans des cas simples où on est capable de calculer les choses, mais ça représente un cas très infime par rapport à la majorité des autres cas. Je viens à des choses un peu basiques, c'est-à-dire que je me disais, je ne sais pas s'il y a des liens entre cette théorie et les activités humaines, j'allais dire quotidiennes. Ce que je voulais juste savoir, c'est est-ce que vous avez des exemples, des illustrations d'activités humaines, industrielles, organisations, etc., qui ont bénéficié de ces théories, de simulation, etc. Voilà. Oui, alors la réponse est très clairement oui. J'ai parlé tout à l'heure des systèmes complexes, puisque c'est de ce domaine-là que viennent ces idées. La science des systèmes complexes, en fait, qui est un héritage, maintenant on appelle science des systèmes complexes ou science de la complexité, un héritage de l'ancienne recherche opérationnelle, de l'intelligence artificielle, etc. On a mis dans un grand chapeau système complexe tout cela. Et la terminologie système complexe, en fait, est née dans les années 80, principalement dans un endroit, puis elle s'est diffusée dans le monde entier ensuite, qu'on appelle le Santa Fe Institute, qui est une université qui a été créée aux États-Unis au début des années 80, et à l'intérieur de laquelle un certain nombre de scientifiques américains de différentes disciplines se sont mis ensemble pour étudier les systèmes qu'ils appelaient complexes au sens composé d'un grand nombre de constituants en interaction non linéaire, et pour les étudier de manière interdisciplinaire. Il y avait des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des économistes, des éthologistes, etc. Et ils ont créé en quelque sorte cette discipline en montrant que les systèmes complexes, ceux que je viens de montrer, mais aussi ceux qui nous entourent, parce que le monde n'est fait que de systèmes complexes. Les sociétés humaines sont des systèmes complexes. Internet est un système complexe. Un embouteillage est un système complexe. Un marché financier est un système complexe. Et tous ces systèmes-là, qui apparemment sont différents, en réalité ont des points communs et peuvent être étudiés avec des outils communs. Et c'est ces outils-là qui ont été bâtis dans ces années-là, au début au Santa Fe Institute, puis ensuite ça s'est évidemment diffusé dans le monde. Et l'outil principal pour étudier ces systèmes, c'est justement un peu ce que j'ai montré là, mais dont je n'ai pas donné le nom, qui s'appelle la simulation à base d'agents. En fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que la bonne vieille méthode newtonienne consistant à écrire des équations différentielles, qui est encore très utilisée dans beaucoup de domaines, parce qu'il y a des domaines, bien sûr, où elle marche très bien, notamment dans le domaine continu, eh bien, cette bonne vieille méthode se heurtait à des difficultés qu'on n'arrivait pas à surmonter dans le cas de ce type de système constitué d'éléments dont on connaît bien comment ils interagissent entre eux, mais dont on cherche à prédire le comportement que collectivement ils adoptent. Et les équations différentielles ne sont pas l'outil adapté pour décrire ce type de comportement. Et c'est la simulation à base d'agents qui a été mise en avant. Cette simulation consiste à écrire un programme qui va simuler au niveau des agents qui constituent le système. Alors on parle d'agents, ça peut être des agents humains, mais tout à l'heure, les cellules dans le jeu de la vie sont des agents. L'agent, c'est le constituant du système. Eh bien, on va écrire un programme qui va simuler le comportement individuel de chaque agent
en interaction avec les agents avec lesquels il communique. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement regarder la simulation se dérouler et constater le résultat. Et c'est aujourd'hui l'outil primordial qu'on utilise lorsqu'on veut faire des simulations pour ce type de problème. On a la possibilité d'avoir des outils extrêmement sophistiqués, à condition que le modèle qu'on a fait au départ, bien évidemment, soit bon, puisque comme d'habitude, quand on fait une simulation, si le modèle de départ n'est pas bon, on aura des résultats qui ne veulent rien dire. Mais quand on a fait un modèle suffisamment rigoureux, on a un outil d'une flexibilité énorme, parce que vous pouvez tester des hypothèses, ce qu'on ne peut pas faire grandeur nature, en modifiant quelque peu les règles que vous faites suivre à vos agents, et vous voyez, en simulant les résultats à une échéance qui est celle qui vous intéresse, le résultat que cela va donner. Et cela marche pour les chaînes de production industrielles, et cela marche pour certains types de prédictions sociales, très difficiles, et cela marche pour les problèmes mécaniques, etc. Et donc, il y a tout un pan d'activité qui utilise ces idées-là dans le domaine industriel, dans le domaine social, dans le domaine économique pour faire des prévisions. Juste un complément. Donc simulation d'agents, moi je pense que je me réfère à ce qu'on connaît, c'est je prends un modèle différentiel, un modèle analytique d'un constituant, je le relie aux autres modèles des constituants, j'en déduis un comportement. Quand je finis par faire vivre mon système réel, ma question c'est est-ce que il y a des méthodologies aussi nous on appelle ça du recalage, mais de reprise des modélisations pour justement refaire coller la simulation à la réalité et l'améliorer dans ses prévisions. C'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel parce qu'évidemment, quand on s'amuse avec la fourmi de Langton, c'est nous qui avons inventé les règles, donc on sait que ce sera les bonnes puisqu'on les a nous-mêmes décrites, prédites. En revanche, lorsque on veut modéliser un système réel, la difficulté majeure, surtout quand c'est un système qu'on connaît peu et qui est un système social, pour les systèmes physiques, les choses sont quelquefois très complexes, bien sûr, mais d'une certaine manière, on a un certain nombre de guides qui nous aident. Pour les systèmes sociaux, les choses sont beaucoup plus difficiles parce qu'il n'y a pas de règles universelles, de lois universelles de la physique. Ça existe, les lois universelles du comportement humain, on ne les a pas encore découvertes. Donc quand on veut modéliser, par exemple, le comportement dans certaines circonstances d'une collectivité humaine, on est obligé de faire des modèles qui essayent de deviner les motivations psychologiques de chaque agent par rapport aux autres. Ce qui est un exercice extrêmement difficile. Et là, on a besoin de recaler le modèle que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a une phase préliminaire essentielle qu'on appelle le calibrage du modèle, la calibration du modèle, qui consiste à tester des hypothèses, à voir le résultat qu'elles produisent, et à constater si c'est conforme à ce qu'on observe dans la réalité, ou si au contraire il y a une divergence avec ce qu'on voit, ce qui nous oblige à refaire le modèle différemment. Et cette phase-là, qui n'est pas scientifiquement une méthodologie déterminée, il n'y a pas de règle générale qui permet de dire je suis cette méthode et puis je suis sûr d'arriver au bout, qui est un peu un art en fait, et puis de l'expérience, et c'est empirique, est une étape essentielle à chaque fois qu'on réalise une simulation basée sur un modèle, surtout dans des cas extrêmement difficiles comme la modélisation humaine, mais c'est vrai aussi dans le cas des modèles physiques, parce que dans certains cas, pas dans les cas simples, mais dans les cas un peu complexes de systèmes physiques la plus compliqués, on peut aussi se poser des problèmes pour savoir quelle est la bonne modélisation. Je pense au domaine de l'aéronautique, par exemple. Alors, on s'éloigne des systèmes simples, parce qu'évidemment, un avion, ou encore plus une navette spatiale, là, pour le coup, ce ne sont plus du tout des systèmes simples. Mais la modélisation qu'il convient d'en faire est ce qu'on appelle de la modélisation multiphysique, parce qu'elle doit prendre en compte la totalité des propriétés de l'objet en question, et ces propriétés ne sont pas juste électromagnétiques, par exemple, ce sont des propriétés mécaniques, des propriétés acoustiques, des propriétés électromagnétiques, etc., etc. Et lorsqu'on veut mettre ensemble tous ces pans de la connaissance physique que nous avons et qui isolément fonctionnent bien, mais qu'on veut les utiliser simultanément pour décrire un objet réel, on se heurte à des difficultés conceptuelles et pragmatiques qui sont assez importantes. Et ça, c'est effectivement quelque chose dans lequel il y a eu énormément de progrès. On est aujourd'hui capable, dans l'aéronautique, de faire des maquettes numériques extrêmement abouties des nouveaux avions, ce qui économise et du temps et de l'argent, ce qui aurait été impensable il y a encore une vingtaine d'années. Et on continuera à faire des progrès, mais ça passe par ce que vous dites, à savoir évidemment une calibration des modèles qu'on utilise. Merci. J'ai une question personnelle. Vous avez parlé donc de système déterministe. Maintenant, la fourmi de Langton aurait pu avoir une décision probabiliste. Donc la loi est simple, mais malgré tout, elle est
probabiliste, donc ça rajoute un niveau de complexité, mais qui nous rapproche des systèmes réels, dans lesquels la décision n'est pas connue systématiquement. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont théoriques, qui sont sur ces agents à comportement probabiliste et pas uniquement des agents à comportement déterministe? Il y a des travaux sur les... J'en ai pas parlé parce que là, le cadre de la question que j'avais posée était le cadre déterministe. Mais bien évidemment, le cadre déterministe est un peu idéal parce que dans la réalité, les choses sont souvent non pas un déterministe au sens essentiel de la mécanique quantique, parce que ça, dans la plupart du temps, dans le monde qui nous entoure à cause de la loi des grands nombres, l'incertitude probabiliste de la mécanique quantique est gommée, donc on peut faire comme si nous étions dans un monde déterministe. En revanche, nous sommes très souvent en situation d'incertitude, connaissant de la connaissance précise de l'état, ou des facteurs qui peuvent éventuellement intervenir et auxquels on n'aurait pas pensé. Ce qui cause un aléa qui n'est pas essentiel au sens où c'est la nature des choses qui est comme ça, mais qui est due à notre incapacité à prendre en compte la totalité des paramètres. Alors oui, il y a des travaux, bien sûr, puisque c'est extrêmement important quand on fait un travail en réalité. Il y a des modèles de ce type de choses, il y a des modèles bayésiens notamment qui ont un moyen de calculer des probabilités a priori et de les mettre à jour en fonction d'événements qui arrivent. Il y a des probabilités pondérées, il y a des modèles de description des croyances subjectives que nous pouvons avoir. Il y a tout un ensemble, c'est tout un pan mathématique qui lui aussi nécessitait une conférence complète, qui décrit la manière que nous avons non seulement de traiter les probabilités, mais également de traiter, ce qui est très important pour nous, les croyances des agents. Les croyances des agents en tenant compte ou pas de la rationalité ou de l'irrationalité des croyances des agents. Et ça, c'est encore un autre sujet de conférence passionnant, c'est le fait qu'il a été possible de mettre en évidence que dans certaines situations de décision, certaines situations de choix, les agents, apparemment en tout cas, violent des conditions intuitives de rationalité. Et la question, c'est de savoir comment on peut expliquer cela. Et c'est tout un pan de recherche dans lequel, évidemment, on ne peut pas rentrer ce matin, ce n'est pas l'objet du débat, mais qui est un pan de recherche très actif et très intéressant. Oui, bonjour. Est-ce que c'est appliqué pour les prévisions météorologiques ? Ce que j'ai montré concerne principalement des systèmes qu'on peut décrire sous forme discrète. La météo fonctionne différemment. La météo fonctionne plus dans le cadre habituel des équations différentielles. Les modèles météorologiques sont des gros systèmes énormes et extrêmement compliqués avec un nombre de variables de plus en plus grand qu'on est capable de prendre en compte, d'équations différentielles. Et l'enjeu majeur de la météo aujourd'hui, c'est d'être capable, non pas de résoudre ces équations parce qu'elles n'ont pas de solution explicite, ça serait trop merveilleux, trop simple. On est obligé de faire des approximations, des approximations des solutions avec des ordinateurs de plus en plus puissants. C'est pour ça que les super ordinateurs qu'utilise la météo sont parmi les plus gros du monde, de manière à pouvoir prendre en compte le plus grand nombre d'informations sur la température, la pression, le plus possible de points sur la surface de la Terre, et avec des modèles qui sont des modèles qui, en fonction de toutes ces informations, sont capables de prédire l'évolution de chacune de ces variables. Et c'est donc plus dans le cadre des systèmes à équations différentielles que fonctionne la météo. Ce que j'ai décrit dans la deuxième partie de mon exposé concerne plus des modèles qu'on peut modéliser sous la forme de pas de temps discrets, avec des règles qui donnent des itérations, mais qui sont par des sauts successifs et non pas des modèles continus. Alors, j'ai un commentaire plutôt qu'une question qui me vient par Internet. Alors, je ne suis même pas sûr de comprendre ce qu'est le texte, donc c'est un défi pour vous. Et j'espère que vous serez capable de commenter pour nous l'expliciter. Donc, voilà, je vous lis le texte. Dire qu'elle est simple sous-entend que l'interface homme-machine est à la portée de l'utilisateur. Le fonctionnement est intuitif avec une interface homme-machine qui suit la logique de l'opérateur avec un langage intuitif et non en notation polonaise. Ce que cache un logiciel dépend des options de codage et des astuces de la logique programmée. Il est cependant possible d'avoir des raccourcis, comme dans les jeux PC. La nature est une machine dont on ne comprend pas la source d'énergie, chimique pour la naissance de la vie, ou la matière noire que l'on suppose exister pour adapter la théorie liée à l'énergie noire.
Est-ce une question? Non, je ne sais pas. Pas grand-chose à dire. Il y a un certain nombre d'affirmations qu'on pourrait commenter une par une, qui sont un peu incompréhensibles pour certaines et carrément fausses pour d'autres. Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là, parce qu'il n'y a pas de question en vérité. Il y a un certain nombre d'assertions qui sont, pour chacune d'entre elles, on peut faire des commentaires sur chacune d'entre elles, mais je crois que ça ne sera pas très utile. Je pense que ça illustre un peu la complexité du processus qu'on voulait mettre en œuvre, qui était un processus collectif et itératif. C'est-à-dire qu'effectivement, les commentaires se génèrent en un flux de pensée qui puisse devenir une contribution positive à la réflexion. Et effectivement, on est dans une première étape dans laquelle on aurait de la génération de complexité en termes de commentaires et pas encore les itérations qui permettent d'aller jusqu'aux questions. Et on ne sait pas le prédire à l'avance, quel sera le résultat de la 10e itération de cette séance. Voilà, je vous propose du coup de clore sur ce sujet. Je remercie les participants pour leur patience, puisqu'on a eu quelques aléas techniques qui nous ont retardés dans le démarrage, et aussi les gens qui, du côté technique, se sont débattus pour nous permettre le streaming. Et je laisse la place à Laurence pour la synthèse. Merci. Alors, simple et déterministe veut-il dire prédictible? Merci beaucoup Hervé Svirn pour cette brillante présentation. Je vais aller jusqu'à dire démonstration, même si on a démontré à la fin que rien n'était démontrable ou qu'on était en passe de le faire. C'est quand même une belle démonstration. Merci à vous ici. Merci à ceux qui ont suivi en streaming avec un peu de décalage, mais quand même. Donc merci à tous pour votre participation active. Alors je tente dans cette espèce de chaos, je crois que c'était ce à quoi on en est arrivé aussi, une sorte de synthèse de ce que nous a dit Hervé. Alors pensez-vous, c'était la question du débat aujourd'hui, qu'il soit toujours possible de comprendre intuitivement le fonctionnement d'une machine si elle est simple? Alors d'emblée, Hervé ajoute un niveau de complexité. Il dit qu'il existe des systèmes simples et entièrement déterministes, c'est-à-dire pour lesquels le hasard ne joue aucun rôle, mais dont il est cependant impossible de prédire le comportement. Donc la barre est placée très haut, d'emblée, on n'a pas de surprise de ce côté-là. Alors, on prend tout de suite un peu de recul, on va se positionner au 19e siècle, parce que c'est là que l'idée est née d'un monde qui est régi par des lois simples et déterministes, et que nous pouvons prévoir l'avenir, mais à une condition seulement de connaître avec suffisamment de précision les lois qui régissent l'univers et qui régissent sa situation initiale. Situation à un moment donné, en tout cas. Alors, depuis le 19e siècle, le temps s'est écoulé et Hervé nous fait état de 3 chocs. Le premier choc qui arrive avec l'étude des systèmes chaotiques, et on s'est aperçu en fait qu'une variation infinitésimale, donc toute petite, des conditions initiales, pouvait avoir des conséquences énormes à long terme. Et donc même si l'univers suivait des lois simples que nous connaîtrions, du fait des limites de nos instruments de mesure, il ne serait pas possible de faire des prédictions à long terme. Et là, Hervé fait état de l'horizon des prévisions. J'ai trouvé ça très beau, presque poétique, tellement vrai, et nous laissant présager de ce qui allait arriver par la suite, c'est-à-dire le chaos qui s'emballe. Deuxième choc, on a 3 seulement, mais 3 en suffit. Deuxième choc, la prévision quantique qui suggère que le monde, et là c'est très philosophique, est par nature imprévisible, car non parfaitement déterministe. Et en fait, cette imprédictibilité, en fait, elle est intrinsèque. Et troisième et dernier choc, c'est le choc majeur autour duquel s'articule toute la suite et le cœur du débat d'Hervé. C'est le choc qui est celui de la complexité émergente des systèmes complexes, ce qu'Hervé caractérise par irréductibilité computationnelle. On définit un système complexe, dit Hervé, comme un système constitué d'éléments simples, ces éléments simples interagissant de manière non linéaire. Et dans un tel système,
on peut paradoxalement avoir des lois individuelles très simples et pour autant un comportement global impossible à prédire, autrement que par simulation, pas à pas, si j'ai bien suivi. Alors Hervé prend plusieurs exemples, je ne vais, rassurez-vous, pas en faire état ici, en tout cas pas de tous. Il prend notamment l'exemple de la fourmi de Langton qui commence par faire, et là c'est quand même un peu surprenant, 10 000 pas avant d'emprunter une voie qui est la voie de l'autoroute. Donc ça c'est quand même assez... Enfin, moi j'ai été vraiment fascinée par cette espèce de comportement spontané et complètement imprédictible. Il fait état ensuite du jeu de la vie de Conway, et finalement, à la question de savoir si une configuration initiale va persister, et persister jusqu'à l'éternité ou s'éteindre, Hervé nous dit qu'il n'existe pas de réponse, et notamment pas de réponse algorithmique. Grâce aux ordinateurs, on s'est en quelque sorte un peu réveillé, nous a dit Hervé. J'ai ajouté ce petit commentaire qui m'a amusé, parce que grosso modo, avant les ordinateurs, on n'avait pas la capacité d'aller aussi loin et de s'apercevoir que finalement, on avait vraiment un mal de chien à dire ce qui allait se passer ensuite. Alors, je vais pas être très longue exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je refais juste un petit passage sur ce qui s'est produit pour les matinales des idées, auxquelles vous n'avez peut-être pas assisté, en tout cas, j'espère que vous les avez suivis ou vous les suivrez. Nous avons accueilli pour le voyage interstellaire Roland Lehoucq, le 15 novembre. Il nous a transportés au-delà dans le système interstellaire très très loin. Nous avons accueilli Nicolas Gauvry ensuite, qui nous a posé la question de savoir si nous pouvions nous fier à nos intuitions pour prendre des décisions. Ensuite, Jean-Christophe Bailly, oui mais vous pourrez le suivre. Vous pourrez suivre sur la chaîne. Ensuite, pas Jean-Christophe Bailly, mais Jean-Paul Delahaye nous a fait état de tout un panel de stratégies que l'on pouvait mettre en place et combiner entre elles pour coopérer au mieux. Et enfin, Jean-Christophe Bailly a rendu extrêmement ténue la frontière entre le réel et la virtualité pour ouvrir un champ immense qui est le champ des expérimentations. Alors pourquoi je fais ce rappel ? Parce qu'en fait j'ai pointé un point commun entre toutes ces matinales des idées qui est justement basé sur le champ de l'expérimentation et où j'ai retenu le mot émergence. Toutes les personnes qui sont intervenues ont parlé à leur façon, de façon complémentaire, d'émergence. Et j'ajoute cette jolie phrase que j'ai reprise d'Hervé qui dit « étonnant, surprenant, qui va contre l'intuition pour répondre ». Je conclus en disant que nous avons habitué, merci Hervé pour cette jolie phrase aussi, notre cerveau a fonctionné dans un environnement extrêmement restreint et qu'il faut que l'on continue de penser, de réfléchir, d'avancer avec ce postulat, ce préalable qui est tout sauf anodin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres matinales dans d'autres contextes que celui de l'innovation des journées publiques de l'innovation. Merci.